Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. Aujourd'hui, nous recevons Mohammad Javad Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères. Il a choisi très peu de médias pour s'exprimer lors de sa visite à Paris. Il a choisi notamment France 24. Bonjour, monsieur le ministre. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Qu'avez-vous dit au président Macron aujourd'hui? Quels étaient les messages que vous avez apportés à la France? Le président Macron et le président Rouhani s'entretiennent par téléphone déjà depuis plusieurs semaines. Ils ont l'intention d'essayer de trouver des manières, alors malgré les sanctions américaines, malgré la pression exercée par les États-Unis, trouver des manières de faire que l'Europe tienne ses engagements. En vertu de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, il y a eu des discussions, des suggestions, des allers-retours. Et aujourd'hui, nous poursuivons nos discussions et nous allons dans la bonne direction. C'est-à-dire que nous cherchons à trouver comment l'Europe peut tenir ses engagements en vertu de l'accord sur le nucléaire iranien. Et l'Iran qui a arrêté de tenir ses engagements, liés au paragraphe 36, pour que l'Iran reprenne ses engagements. Évidemment, nous cherchons à aller de l'avant et le président Macron doit encore s'entretenir avec ses partenaires européens, entre autres. Et cela veut dire que l'Iran ne tiendra plus certaines de ses obligations d'ici quelques semaines? Non. Cela signifie que l'Iran a le droit, dans le cadre de l'accord sur le nucléaire iranien, de prendre certaines mesures. Nous avons informé nos partenaires européens ainsi que deux autres membres de l'accord, la Russie et la Chine, que nous allions entreprendre certaines mesures. Ces mesures sont réversibles en quelques heures à peine, même pas quelques jours, à une condition que l'Europe accepte de tenir ses engagements afin que les Iraniens puissent recevoir les retombées économiques de l'accord sur le nucléaire iranien. C'est un des piliers d'ailleurs de cet accord. Cet accord repose sur deux piliers. Premièrement, l'Iran doit respecter ses obligations en termes de nucléaire et l'Europe, les États-Unis, la Chine et la Russie, de leur côté, doivent normaliser leurs relations avec l'Iran ainsi que le reste de la communauté internationale, car il s'agit également d'un sujet traité par le Conseil de sécurité. L'Iran fait preuve de beaucoup de patience. Vous avez un mot spécifique en farsi. À présent, l'Iran ne reçoit plus davantage de l'accord. Alors pourquoi l'Iran reste dans l'accord sur le nucléaire? Parce que l'accord sur le nucléaire iranien, l'accord de Vienne, est un accord qui traite du nucléaire. Et nous avons convenu de cet accord avec les yeux ouverts. C'est-à-dire que nous savions que ce n'était pas basé sur la confiance, mais sur une défiance mutuelle. Et donc, dans cet accord, nous avons mis en place des dispositifs, des mécanismes que nous pourrions utiliser s'il y avait des violations. Et nous les utilisons. Et donc, nous n'avons pas besoin de quitter l'accord ou de le dénoncer. Nous avons fait preuve de patience stratégique. Cette patience était nécessaire afin de donner le temps aux Européens de mettre en place leurs obligations de l'accord. Malheureusement, l'Europe, depuis 15 mois, n'a pas été en mesure de le faire. Nous avons donc pris certaines mesures et ces mesures, comme je l'ai dit, sont réversibles. Si l'Europe commence à adopter les mesures qu'elle a convenu de prendre. Oui, mais l'Europe a fait des promesses, comme l'Instex. Mais cela ne marche pas. Non, l'Instex, c'est tout simplement un prérequis lié aux engagements des Européens dans le cadre de l'accord et après le retrait des États-Unis. Ce qui est important, surtout pour nos partenaires européens, c'est qu'ils prennent une décision. Ils doivent savoir s'ils sont prêts à se soumettre à une puissance étrangère qui ne leur demande pas de respecter le droit international, mais plutôt les punit pour respecter le droit international. Cet État leur demande de violer le droit international. L'avenir de l'Europe, c'est le multilatéralisme et l'État de droit. C'est là où l'Europe est forte. Si l'Europe permet aux États-Unis de rompre cette relation, eh bien, l'Europe détruit la base du système mondial et l'avenir des relations internationales. Et je ne pense pas que ce soit le souhait de l'Europe. Il y a beaucoup de tensions dans le Golfe Persique actuellement. Vous en avez parlé avec le président Macron. Mais Donald Trump souhaite une coalition internationale pour protéger les pétroliers dans le Golfe Persique. Alors, comment va réagir l'Iran? Une coalition internationale, mais pourquoi faire? Pour défaire ce que les États-Unis ont fait? Les États-Unis ont exacerbé les tensions dans le Golfe Persique et autre part. La liberté de navigation, c'est une responsabilité mondiale. Et les États-Unis commettent des actes de piraterie à Djibouti,
Gibraltar avec l'aide de certains de leurs amis. Si les États-Unis mettent un terme à leurs perturbations, à leurs agressions, à leurs interférences, eh bien, l'Iran et les autres pays du Golfe Persique pourront en profiter. Le président Trump a dit que les États-Unis n'avaient pas besoin du Golfe Persique. Nous qui avons besoin du Golfe Persique, nous devons travailler ensemble pour protéger la sécurité dans cette région. Les États-Unis doivent tout simplement arrêter leurs perturbations. Ils n'ont pas besoin de coalition. Si les États-Unis arrêtent d'embêter tout le monde, tout se passera bien. Le président Rouhani a dit il y a 2 jours que si l'Iran ne peut plus vendre son pétrole, les voies navigables seront moins sûres. Est-ce que cela veut dire que l'Iran peut bloquer? Nous n'avons pas besoin de bloquer quoi que ce soit. Nous chargeons de la sécurité dans le détroit d'Ormuz, la mer d'Oman, le Golfe Persique. Nous avons 2300 km de côte sur le détroit d'Ormuz, 2300 km de côte avec la mer d'Oman et nous contrôlons la partie nord de la mer d'Oman. Et donc, nous nous chargeons de la sécurité. Nous assurons la sécurité. Si nous n'avons pas un intérêt de maintenir la sécurité dans cette étendue d'eau, eh bien, énormément de navires qui viennent de l'extérieur se retrouveront dans une situation d'insécurité. Ils ne peuvent pas se charger eux-mêmes de la sécurité. C'est nous, la nation la plus puissante dans la région, et nous sommes responsables de la sécurité. Mais la sécurité doit profiter à tous. Et nous sommes prêts à assurer cette sécurité pour tous. Nous nous sommes entretenus, je me suis entretenu avec le président Macron, et nous avons parlé d'une manière pour garantir la liberté de navigation partout, dans le détroit de Gibraltar, dans le canal de Suez, et dans d'autres régions, et même dans le détroit d'Ormuz. La liberté de navigation, c'est un bien mondial. Ce n'est pas un bien qui peut être utilisé par certains et pas par d'autres. Où est le pétrolier iranien Adrian Darya? Il est quelque part en Méditerranée. Les États-Unis harcèlent la liberté de navigation, violent la liberté de navigation, et il faut que cela cesse. L'Adrian Darya ne viole aucune règle, aucune loi. Il est régi par le droit international. Il bat pavillon iranien, et ce n'est pas aux États-Unis de savoir où il va, ou les États-Unis n'ont pas à savoir où il transfère son pétrole. Notre pétrole ne fait l'objet d'aucun embargo, notre pétrole ne fait l'objet d'aucun embargo international. Nous allons donc continuer à vendre ce pétrole à qui nous voulons. Et comment vous allez pouvoir vendre? Parce que c'est impossible avec les sanctions américaines. Les États-Unis, ce n'est pas Dieu. Nous allons continuer à vendre notre pétrole. Mais ils sont très puissants. Ils sont très puissants, mais hors la loi. Il y a beaucoup de pression au niveau pour les Européens aussi. Oui, mais vous savez, lorsque vous étiez au lycée, il y avait des petites brutes au lycée. Et comment on fait face à une brute? Eh bien, on ne doit pas s'écraser. Il faut résister. Si vous vous écrasez face à une petite brute, eh bien, elle continue à agresser des personnes encore et encore. Nous n'allons jamais nous écraser et nous conseillons à tout le monde de ne pas s'écraser face à ces agressions de la part des États-Unis. Nous allons continuer à vendre notre pétrole. Les États-Unis vont essayer de nous en empêcher, mais nous allons continuer. Mais comment? Nous avons des méthodes. Nous avons géré le terrorisme économique des États-Unis depuis de nombreuses années. Nous sommes prospères, nous avons fait des progrès, nous avons résisté à 8 années d'agression étrangère contre notre pays grâce à nos propres concitoyens. Nous avons fait des progrès grâce aux Iraniens. N'oubliez pas que les missiles qui ont abattu le drone américain le plus sophistiqué étaient des missiles iraniens. Nous avons des S-300, nous aurions pu utiliser des S-300, mais nous avons utilisé des systèmes de missiles iraniens afin de montrer que nous avons des amis, mais nous avons besoin de personne pour assurer notre défense. Les États-Unis demandent des discussions sur les missiles iraniens. Est-ce que c'est un sujet que l'Iran est prêt à aborder? Les États-Unis ont transformé notre région en un dépôt d'armes. Chaque année, les États-Unis vendent plus de 50 milliards de dollars d'armes dans la région du Golfe Persique. Il faut que cela cesse. Nous ne dépensons que 16 milliards de dollars pour notre défense. L'Arabie saoudite, 87 milliards pour acheter des armes. Les Émirats arabes unis dépensent 22 milliards de dollars pour acheter des armes. Alors, avant de parler de l'Iran, il faut déjà réduire il faut que les États-Unis baissent leurs ventes
vente d'armes dans la région, il faut qu'ils arrêtent de vendre des armes. Autant il faut qu'ils arrêtent de bombarder le Yémen, il faut qu'ils arrêtent de fournir des armes. Vous savez, les armes américaines tombent dans les mains d'Al-Qaïda, dans les mains de Daesh. Il faut que cela cesse. Donc, il n'y aura pas de négociation avec les États-Unis sur les missiles d'Iran. Les États-Unis ont déjà négocié énormément de choses et ils violent ce qu'ils ont négocié. Alors, il faut déjà commencer par respecter ce qu'on a convenu. Une dernière question. Vous avez été invité à la Maison-Blanche par M. Rand. Vous avez refusé. C'est vrai, vous avez refusé? Alors, je n'ai pas dit qui m'avait invité à la Maison-Blanche. J'ai dit avoir reçu une invitation que j'ai décliné. Je l'ai décliné car le message était associé à une menace. C'est-à-dire que si je n'allais pas à la Maison-Blanche, je serais marqué. Je n'y suis pas allé, j'ai été marqué, mais je fais mon travail. Et je pense que cette menace ne m'empêche pas de faire mon travail. Pendant les négociations sur l'accord sur le nucléaire, vous avez dit ne jamais menacer un Iranien. Est-ce que c'est vrai? Je n'ai fait qu'énoncer une évidence. Personne ne doit menacer un Iranien. Sinon? Les Iraniens sont allergiques aux menaces. Les Iraniens répondent bien au respect, mais jamais aux menaces et à l'intimidation. Est-ce que l'Iran reprendra les négociations avec les États-Unis? Si les États-Unis mettent un terme à leur terrorisme économique, oui, en effet, nous avons un principe fondamental. Nous ne négocions jamais avec des terroristes. Si les États-Unis mettent un terme à leur terrorisme économique contre l'Iran, ils peuvent rejoindre la table des négociations qu'ils ont quittées. La table des négociations est toujours là. 6 des 7 partenaires se réunissent encore tous les 3 mois. Si les États-Unis souhaitent revenir, ils doivent arrêter de violer leurs engagements. Ils peuvent ensuite revenir à la table des négociations. Mais vous avez été l'objet des sanctions de la Maison-Blanche de l'administration Trump. Quelle était votre réaction à ces sanctions? Je n'ai pas de propriété en dehors de l'Iran et donc on ne peut pas me nuire personnellement, mais s'ils essaient de me faire taire, s'ils essaient de m'empêcher d'offrir plus d'informations à mes homologues, ainsi qu'au reste de la communauté internationale, eh bien, je pense qu'ils se fourvoient lourdement. Les sanctions américaines affaiblissent beaucoup l'économie iranienne. On a l'impression que Donald Trump espère vous pousser à la table des négociations. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher? Ça ne fonctionnera jamais. L'Iran ne négocie jamais sous la contrainte. Oui, mais l'économie de l'Iran souffre beaucoup. Cela ne signifie pas que l'économie s'en porterait mieux si nous acceptions l'intimidation des États-Unis. L'intimidation est inacceptable et nous allons continuer à dépendre de notre propre peuple afin d'avancer et je suis sûr que nous y arriverons. Que répondez-vous à certains en Europe qui ont peur d'une guerre avec l'Iran? Nous sommes déjà en guerre, une guerre économique déclarée par les États-Unis à l'Iran. Pour moi, les États-Unis devraient être convaincus par le reste de la communauté internationale de mettre un terme à cette politique d'intimidation qui est vouée à l'échec. Ça ne marchera pas. Merci beaucoup, Monsieur Zarif. C'est la fin de cet entretien avec Mohammad Javad Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères, qui a donc donné une interview à France 24.